Cunan est un jeune aristocrate issu d'une famille influente du royaume, et on pourrait penser que sa vie est formidable, mais regardez sa famille assise autour de lui. Eh bien, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, car il est aveugle. Il possède ce qu'on appelle la cicatrice du héros, ce qui fait qu'il est complètement aveugle depuis sa naissance, ce qui le rend très déprimé. Sa servante personnelle, Ako, doit le guider partout où il va, mais pour donner une occupation à Cunan, elle l'encourage à apprendre la magie. Après tout, il possède un emblème de magie de l'eau, ce serait donc dommage qu'il n'apprenne pas à s'en servir. Il est présenté à son professeur de magie, Jenny, qui se réjouit de pouvoir enfin rencontrer Cunan en personne. Elle se présente, puis ils commencent leur première leçon de magie de la journée, un sortilège de base pour créer une boule d'eau. Après avoir enseigné l'incantation à Cunan, celui-ci s'essaie au sort et parvient à créer une petite boule d'eau. Jenny est impressionnée par la performance de Cunan et lui dit qu'elle voit qu'il a de grandes aptitudes, mais Cunan ne voit rien, alors il lui demande de lui expliquer ce qui vient de se passer. Jenny lui explique qu'il a réussi à créer une boule d'eau de la taille d'un globe oculaire, mais c'était un très mauvais choix de mots. Elle craint de l'avoir offensé, mais Cunan vient de réaliser que la magie peut prendre la forme d'un globe oculaire et que s'il en apprend suffisamment, il pourra peut-être se créer de nouveaux yeux. Avec l'espoir retrouvé de pouvoir un jour recouvrer la vue, Cunan devient intrigué par le monde qui l'entoure et commence à essayer d'apprendre autant qu'il le peut. L'ancêtre de Cunan, le héros de cette nation, Istor, a vaincu le seigneur démon, mais il a perdu un bras et une jambe au cours de la bataille, et depuis lors, ses descendants naissent souvent avec un membre en moins, que ce soit un bras, une jambe ou la vue. C'est fou, car imaginez être blessé si gravement que vos descendants finissent par souffrir de vos blessures avec vous. Cunan a peut-être perdu à la loterie génétique, mais il ne va pas laisser cela le freiner plus longtemps. Il jure qu'il va trouver un moyen de se créer de nouveaux yeux grâce à la magie, mais pratiquer la magie est en réalité très difficile. Il est à bout de force après avoir lancé quelques sorts basiques, et s'il veut se créer de nouveaux yeux, il ne peut pas rester comme ça, il doit donc trouver un moyen de renforcer son corps. Normalement, courir serait un bon moyen d'augmenter son endurance, mais Cunan n'est pas vraiment équipé pour cela. Ako lui suggère donc de s'entraîner au maniement de l'épée à la place, et elle a même l'instructeur idéal en tête. Cunan passe les heures suivantes à s'entraîner avec Maître Oro pour améliorer son endurance, puis Jenny arrive pour poursuivre ses cours de magie avec lui. Elle voit que Cunan a travaillé dur avec l'épée et lui demande s'il veut faire une pause, car il doit être fatigué après tout cet entraînement, mais il lui répond qu'il veut continuer. Dans ce cas, Jenny suggère de commencer par revoir le sort d'eau qu'elle lui a enseigné la dernière fois, mais alors qu'elle s'attendait à ce que Cunan ait progressé de la même manière que la dernière fois, à sa grande surprise, il crée immédiatement cette boule d'eau parfaite d'un seul coup, et elle sait qu'elle ne lui a pas enseigné cela. Pendant ce temps, au palais royal, la princesse Myrika vient d'être informée qu'une calèche a été préparée pour qu'elle aille rendre visite à Cunan, mais elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Cunan et Myrika ont été fiancés dès sa naissance, car il est né avec une cicatrice de héros. Il s'agit donc d'un mariage politique important, mais elle pense que Cunan ne l'aime pas du tout. Elle lui rend visite de temps en temps afin qu'ils puissent apprendre à se connaître, mais il est toujours très sombre en sa présence, et malgré tous ses efforts pour lui remonter le moral, il répond toujours que rien n'a d'importance car il est aveugle et incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Malgré tout, la servante de Myrika lui dit qu'elle doit quand même aller le voir, alors elle finit par accepter et se rend chez Cunan. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'elle le rencontre, il semble beaucoup plus heureux que la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle lui demande si quelque chose lui est arrivé récemment, et Cunan lui explique qu'il est récemment tombé amoureux de la magie et que cela lui a redonné espoir. Il s'excuse d'être toujours si sombre en présence de Myrika et lui demande si elle aimerait écouter certaines de ses histoires, car il a appris beaucoup de choses amusantes récemment. À la fin de la journée, Myrika quitte la maison de Cunan. Cette fois-ci, elle s'est vraiment beaucoup amusée à jouer avec lui, et elle a hâte de revenir lui rendre visite. Plus tard dans la nuit, de retour à l'appartement de Jenny, celle-ci panique car elle ne sait pas quoi enseigner à Cunan pour sa prochaine leçon. Elle a accepté ce travail pensant qu'il serait facile de gagner de l'argent en enseignant la magie élémentaire à un enfant de 7 ans pendant quelques années, mais après seulement quelques leçons, Cunan maîtrise déjà tout. Elle se demande si elle devrait commencer à lui enseigner la magie intermédiaire, mais elle ne peut pas prendre ce risque car, même si la magie est pratique, elle n'est pas forcément sans danger, et elle pourrait avoir des ennuis pour lui avoir enseigné des sorts dangereux si tôt. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner car elle a des factures à payer, et elle va trouver une leçon parfaitement sûre pour Cunan afin de pouvoir continuer à toucher son salaire. Le lendemain, lorsque Cunan et Jenny se rencontrent, elle lui dit que la leçon d'aujourd'hui sera un peu différente. Il maîtrise déjà la boule d'eau, mais il s'agit d'un sort composé, elle veut donc qu'il essaie d'apprendre à en ajuster les différents aspects. Cunan suppose qu'elle parle de la façon dont il crée l'eau, la fait flotter dans les airs et maintient sa forme de boule en suspension, et elle lui dit qu'il a raison, mais qu'il y a beaucoup plus que cela. Des éléments tels que la température, le goût et la couleur peuvent également être ajustés, et pour le démontrer,
Elle crée 2 boules d'eau devant lui. Quand il les touche, il remarque que l'une est froide tandis que l'autre est chaude, et il semble comprendre le concept que Jenny essaie de lui expliquer, alors il décide d'essayer. Jenny est surprise de l'entendre dire cela, car elle avait prévu de lui enseigner cette leçon au cours des prochaines semaines, mais rien qu'à partir de ses explications, il comprend déjà les bases de la technique et a même réussi à créer de l'eau aromatisée au jus de fruits. Certes, c'est encore très difficile pour lui, il va donc devoir beaucoup s'entraîner. Le lendemain, Ako s'apprête à lui préparer une boisson, elle demande donc à Cunan de lui faire de l'eau chaude, ce qu'il fait, mais alors qu'il lui apporte l'eau, Cunan aperçoit le bol de pommes en dessous, et là, attendez une minute, Cunan vient de voir ses pommes. Il panique et renverse l'eau, car c'est la première fois qu'il voit quelque chose, mais quand Ako lui demande si cela signifie que ses yeux fonctionnent, il explique que ce n'est pas le cas. C'est plutôt comme s'il avait pu utiliser sa magie pour identifier l'objet, ce qui est une avancée stupéfiante, car cela le rapproche un peu plus de son objectif, créer des yeux avec la magie. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est différencier les pommes rouges des pommes vertes, mais il n'a toujours aucune idée de ce à quoi ressemblent la plupart des couleurs, il va donc devoir s'entraîner beaucoup pour s'y habituer. Peu de temps après, Ako va annoncer la bonne nouvelle au père de Cunan, qui est stupéfait d'apprendre que Cunan peut désormais voir. Ako explique qu'il ne peut voir qu'à une courte distance de son corps grâce à sa magie, mais qu'il peut facilement identifier les couleurs, ce qui équivaut à une vision normale. Il est également capable de lire des livres en suivant les couleurs des images. Il ne comprend toujours pas les mots, car il n'a jamais appris à lire quand il était enfant, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne maîtrise cela, et le père de Cunan est heureux de l'apprendre. Plus tard dans la journée, Cunan se prépare pour son cours de magie habituel avec Jenny, mais pendant qu'il attend son arrivée, il a une idée et décide de surprendre Jenny en lui montrant à quel point sa magie s'est améliorée. Pour ce faire, il crée une énorme boule d'eau rouge dans les airs, et Ako trouve cela magnifique, mais un instant plus tard, sa famille vient voir comment il va, et Cunan est tellement excité de les voir qu'il perd le contrôle de la boule d'eau et l'éclabousse sur lui-même et Ako. La mère de Cunan est horrifiée en le voyant dans cet état, mais il ne comprend pas pourquoi elle en fait toute une histoire, puisqu'il est simplement recouvert d'eau rouge. Ako lui explique que la couleur rouge peut être un peu dérangeante pour la plupart des gens, car c'est la même couleur que le sang humain, mais Cunan n'avait aucune idée que le sang était rouge. Cunan passe la plupart de son temps libre à lire, ce que son père a remarqué. Il convoque donc Ixio, le frère de Cunan, dans son bureau pour lui faire part de ses projets. Il dit à Ixio qu'il envisage d'envoyer Cunan à l'école maintenant qu'il est capable de prendre soin de lui-même, mais qu'il aura besoin qu'Ixio veille sur lui autant que possible en tant que frère aîné. Quelque temps plus tard, Cunan est convoqué à la succursale principale pour rencontrer son père, mais il ne sait pas de quoi il s'agit, car il n'a rien fait de mal récemment. Lorsqu'il rencontre enfin son père, celui-ci lui annonce qu'il a une nouvelle très importante à lui communiquer. Selon le tuteur de Cunan, celui-ci a déjà terminé la plupart des matières enseignées à l'école pour enfants nobles, même s'il n'y a jamais mis les pieds. Il se demande si Cunan est curieux de savoir ce que l'on ressent lorsqu'on va à l'école, mais Cunan répond qu'il n'est pas particulièrement intéressé par la scolarité. Après tout, il ne voudrait pas être un fardeau pour ses camarades de classe, et il a ses propres objectifs à atteindre. Il demande à son père si le fait qu'il ne souhaite pas aller à l'école pose problème, et c'est en quelque sorte le cas, car l'école est obligatoire pour tous les enfants nobles et, techniquement, Cunan est déjà inscrit, du moins sur le papier. Mais en raison de sa situation particulière, son père a obtenu du roi qu'il fasse une exception pour lui. Cependant, maintenant que Cunan a appris à voir suffisamment bien pour se déplacer seul, son père pense qu'il est temps pour lui d'envisager de retourner à l'école. Cunan demande s'il essaie de se débarrasser de lui à cause de l'incident de l'eau rouge, et le père de Cunan est encore un peu contrarié à ce sujet, mais ce n'est pas la raison. Il dit cela pour le bien de la princesse Mirica, car si Cunan ne va pas à l'école, cela lui donnera une mauvaise image auprès des autres nobles, et même s'il ne se soucie pas de son image publique en tant que futur mari de Mirica, toute opinion négative à son sujet aurait également des répercussions sur elle. Cunan comprend le point de vue de son père, alors il accepte d'aller à l'école, mais il pense toujours que ce sera une perte de temps, car il n'y a rien de nouveau à apprendre là-bas. Son père lui dit qu'il n'a pas besoin d'assister aux cours, il doit juste passer tous les examens nécessaires pour obtenir son diplôme, et comme il a déjà terminé le programme avec son tuteur, cela devrait être facile pour lui. Peu de temps après, Cunan rencontre Mirica pour lui annoncer qu'il va bientôt aller à l'école. Elle est très enthousiaste, car cela signifie qu'elle pourra passer plus de temps avec lui à l'école, mais Cunan est un peu inquiet, car si Mirica est tout le temps avec lui, tous les garçons qui ont le béguin pour elle seront jaloux et pourraient s'en prendre à lui. Mirica lui dit que tout ira probablement bien, mais pour être honnête, cela ne semble pas très rassurant, alors Cunan pense qu'il devrait probablement se procurer une nouvelle baguette pour se défendre. Le jour du départ, Cunan et Ixio montent dans une calèche pour se rendre à l'académie, mais pour rendre le trajet un peu plus confortable, Cunan jette un sort d'eau sur les roues afin qu'elles agissent comme des amortisseurs.
Ixio est impressionné par les progrès réalisés par Kunan en matière de magie, mais Kunan répond qu'il est juste devenu un peu plus fort, ce n'est donc pas grand-chose. Il s'excuse également, car il est certain d'avoir beaucoup inquiété son frère avec sa dépression, mais il est désormais déterminé à survivre quoi qu'il arrive, et Ixio n'a donc plus à s'inquiéter pour lui. Ixio est heureux que Kunan ait changé pour le mieux, mais Kunan déclare alors qu'il fera tout pour réussir, même si cela signifie que le reste du monde doit périr, ce qui le fait basculer du côté des méchants, et Ixio recommence à s'inquiéter un peu. Ils finissent par arriver à l'école et Kunan peut entendre les voix de dizaines de nouvelles personnes à la fois. Dans le passé, il aurait immédiatement renoncé sans même essayer, mais plus maintenant. Il demande à Mirika de lui prendre la main alors qu'ils entrent tous les deux dans le bâtiment, et près de l'entrée, un professeur l'attend pour le rencontrer. Cast a été chargé d'accompagner Kunan et de le surveiller pendant les examens de passage dans la classe supérieure, mais elle est un peu inquiète car elle a entendu dire que Kunan était un garçon timide et réservé et elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec quelqu'un comme lui qui refuse de socialiser. À sa grande surprise, quelques instants plus tard, elle voit Kunan et Mirika passer avec Ixio et ils semblent tous discuter normalement. Elle les rattrape et se présente comme la professeure qui sera chargée de s'occuper de Kunan aujourd'hui, et Kunan lui dit qu'il est ravi de la rencontrer. La cloche sonne peu après, Mirika et Ixio doivent donc se rendre dans leurs classes respectives. Mirika dit au revoir à Kunan et lui donne rendez-vous à la cafétéria pour le déjeuner une fois qu'il aura terminé ses examens. Pendant ce temps, depuis le deuxième étage, le frère aîné de Mirika l'observe et voit à quel point elle est heureuse avec Kunan. Il pourrait donc la soutenir, mais non, il préfère être méchant, et il a l'intention de confronter Kunan dès qu'il le trouvera. Pendant ce temps, Kunan vient d'arriver dans la salle d'examen, et Cast lui explique les bases. Il doit passer 5 examens, et normalement, ces examens sont répartis dans le temps pour donner aux élèves le temps de se préparer, mais une exception a été faite, et il sera autorisé à passer les examens les uns après les autres. Kunan s'excuse auprès d'elle pour le dérangement, expliquant que son père et le roi sont pratiquement les meilleurs amis du monde, et qu'ils ont probablement tiré quelques ficelles pour forcer l'école à faire une exception pour lui. Il se lance alors dans une digression sur la proximité entre son père et le roi, mais elle ne veut vraiment pas en entendre parler, car elle préfère rester en dehors de la politique de la haute société. Une fois les examens terminés, Cast se rend dans la salle des professeurs pour les corriger. Elle pensait devoir truquer un peu les notes de Kunan pour s'assurer qu'il réussisse, puisque le roi le soutient, mais il a en fait réussi tous les examens tout seul, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui a séché l'école jusqu'à présent. Après l'examen, Kunan retrouve Mirika, et ils s'apprêtent à déjeuner ensemble quand soudain, Lyle les interrompt. Mirika semble avoir peur de son frère, car il a des tendances violentes, mais Kunan ne sait pas que Lyle est le frère de Mirika et, franchement, il s'en fiche, car si Lyle contrarie Mirika, il doit partir. Kunan s'apprête à s'en prendre à Lyle, mais à ce moment-là, Ixio arrive et se place devant lui pour essayer d'apaiser les tensions. Il demande poliment à Lyle de laisser Kunan et Mirika tranquilles, et il ne peut pas faire grand-chose d'autre, car il ne peut pas se permettre d'être impoli envers le 6e prince du royaume. Cependant, pendant que Lyle criait sur Ixio, Kunan jette secrètement un sort et rassemble des gouttelettes d'eau autour de l'entrejambe du pantalon de Lyle avant de faire semblant de ne rien remarquer et de crier « Oh non, le prince Lyle vient de faire pipi dans son pantalon ». Tous les regards se tournent instantanément vers l'entrejambe de Lyle, et même s'il n'y avoir fait pipi sur lui-même, les preuves sont accablantes. Pour éviter une humiliation supplémentaire, il est contraint de partir. Ixio et Mirika sont soulagés que Lyle soit parti, mais ils savent tous deux que Kunan est forcément derrière cette histoire de pipi. Kunan évite la question et change de sujet en demandant aux autres ce qu'ils aimeraient manger pour le déjeuner. Après s'être assis, Kunan demande aux autres s'ils savent pourquoi Lyle faisait tout un plat plutôt sans raison, et Mirika lui dit que c'était probablement pour la tenir en respect. Lyle est le 6e prince, tandis qu'elle est la 9e princesse, donc elle est en dessous de lui dans la hiérarchie royale, mais puisqu'elle est fiancée à Kunan, un sorcier qui possède la cicatrice du héros, cela la place dans une position bien plus élevée en termes de statut. Il se sent probablement menacé à l'idée que Mirika le dépasse dans la hiérarchie, alors il essayait d'établir sa domination, mais ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Kunan a un peu l'impression d'avoir peut-être exagéré plus tôt, alors il se demande s'il devrait s'excuser pour ce qu'il a fait, mais les autres rejettent immédiatement l'idée et lui disent que là il a eu ce qu'il méritait après le coup qu'il a tiré aujourd'hui. Le temps passe, et de retour à la maison, Kunan a commencé à apprendre à changer la texture de la glace pour qu'elle ressemble à d'autres choses. Cette fois, il a fait en sorte que la glace ait la texture d'une pomme, et son enseignante est impressionnée, mais elle lui dit qu'il devrait essayer de toucher plus de choses pour pouvoir utiliser différentes textures. Le jour de l'examen final arrive bientôt, et en arrivant à l'école pour la journée, Ixio remarque que Kunan touche beaucoup le cheval récemment. Il demande ce que c'est que cette histoire, et Kunan répond qu'il est juste en train de collecter des échantillons, mais Ixio n'a aucune idée de ce que cela est censé vouloir dire. Un peu plus tard, Mirika arrive pour saluer Kunan,
et il lui dit qu'il va regretter de ne plus pouvoir lui parler à l'école tout le temps puisque ce sera son dernier jour ici, mais Mirika lui rappelle qu'ils ont encore toute la journée devant eux, donc pas besoin de dire au revoir maintenant. Ils se dirigent tous vers la salle d'examen, et Kunon est excité car c'est la première fois qu'il est réellement en classe avec d'autres élèves, mais il va aussi regretter tout le temps en privé qu'il passait avec la professeure Cast quand il passait ses tests. Cast lui dit qu'elle continuera à faire attention à lui, même s'il y a d'autres élèves ici, et Ixio remarque que Kunon et Cast semblent être devenus très proches. Kunon dit qu'il est naturel qu'ils soient devenus amis, puisqu'il a beaucoup appris sur Cast grâce à leurs discussions pendant ses tests, comme le fait que Cast n'est devenue enseignante ici que parce qu'elle avait le béguin pour un des hommes qui avait postulé pour le poste, mais que le type a finalement échoué alors que Cast a réussi, donc elle ne savait pas quoi faire et a décidé de continuer à enseigner. Les autres trouvent bien que Kunon et la professeure Cast s'entendent bien, mais ils trouvent aussi un peu bizarre qu'elle se confie sur sa vie amoureuse à un enfant. Juste à ce moment-là, un groupe d'autres enfants de la classe s'approche du groupe et demande à Ixio et Mirika de leur présenter Kunon, puisqu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de lui parler et puisqu'ils sont si directs. Kunon se présente formellement. À vrai dire, il était un peu inquiet du fait que personne ne l'approche quand il était avec Ixio ou Mirika, alors il commençait à penser qu'il n'avait aucun ami du tout. Mirika lui dit que ses amis ne gardaient leur distance que parce qu'elle leur avait dit qu'elle voulait passer du temps de qualité avec lui sans être dérangée, et Kunon est soulagé d'entendre cela parce qu'il ne saurait pas quoi faire si Mirika ou Ixio se révélaient être des solitaires complets. Cela dit, personnellement, il ne s'inquiète pas d'être seul ou de n'avoir pas d'amis, donc cela ne le dérangerait pas tant que ça. Un peu plus tard, l'examen est sur le point de commencer, mais là il est encore dans le couloir à regarder par la fenêtre en faisant le cool et mystérieux. Ses larbins lui disent que l'examen final est sur le point de commencer, et là il dit qu'il est trop important pour s'inquiéter d'une chose pareille, mais il lui rappelle alors qu'il devra redoubler s'il le rate, donc il n'a pas le choix. Pendant ce temps, de retour dans la salle de classe, Kunon est occupé à tâter un pigeon près des fenêtres quand Cast annonce que le test est sur le point de commencer, donc tout le monde devrait s'asseoir. Mirika dit à Kunon qu'elle lui a gardé une place à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse accepter son offre, là elle s'interpose et commence à fusiller Kunon du regard. Ixio ne peut pas intervenir, mais il se souvient avoir entendu quelques femmes de chambre royale parler de ce que là il est un raté, mais elle ne le dirait jamais en face parce qu'il est encore un membre de la famille royale. La raison pour laquelle là il fait tant de crises et est toujours si en colère est qu'il sait que, même si les gens essaient d'agir respectueusement autour de lui, ils se moquent probablement tous de lui dans son dos. Cependant, alors qu'il est en plein dans ses pensées, Kunon attrape soudainement sa main et se présente formellement. Là il panique et dit qu'il n'a pas donné la permission à Kunon de le toucher, mais Kunon lui rappelle qu'ils vont bientôt être beaux-frères, donc ils devraient apprendre à se connaître. Il commence à tâter la main de Lyle, et d'après la texture de sa peau, Kunon peut dire que Lyle doit avoir un beau visage. C'était une chose gentille à dire, mais là il reçoit rarement des compliments sincères comme celui-ci, donc il ne sait pas comment réagir et se tourne vers Mirika pour lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec Kunon. Mirika trouve toute l'histoire drôle, et tout le monde dans la classe aussi, donc il commence à rire, et au début, là il pense qu'ils se moquent tous de lui, mais Mirika explique qu'il rit parce que c'est la première fois que quelqu'un le voit être si décontenancé. Là il nie être décontenancé et dit à Kunon de lâcher sa main maintenant, mais Kunon la tient encore quelques secondes de plus et dit à Lyle que sa voix aussi semble forte. Lyle n'aimait pas Kunon au début et avait prévu d'être méchant avec lui pour affirmer sa domination, mais maintenant il ne sait pas trop comment réagir. Kat attire ensuite l'attention de tout le monde et leur dit à tous de s'asseoir parce qu'elle est sur le point de commencer le test. À la fin de la journée, le test est terminé et Cast a fini de noter les copies de tout le monde, donc elle dit qu'elle va annoncer les résultats maintenant. Elle commence à écrire au tableau, et tout le monde regarde avec impatience pour voir ses résultats, mais il s'avère qu'ils ont tous réussi, donc ils peuvent tous obtenir leur diplôme. Ensuite, Kunon et Ixio remontent dans le carrosse pour rentrer à la maison, et tout le monde lui fait au revoir de la main alors qu'il part. Kunon leur dit qu'il s'est beaucoup amusé aujourd'hui, et il dit à Cast que si elle cherche toujours un petit ami, alors elle devrait considérer Ixio puisqu'il est toujours célibataire, mais Ixio dit qu'il n'a jamais accepté cela, et Cast commence à regretter un peu d'avoir parlé à Kunon de sa vie amoureuse. De plus, là il a beaucoup appris de son interaction avec Kunon, et il va faire un effort pour être plus gentil à partir de maintenant. Quelques jours plus tard, maintenant que Kunon a obtenu son diplôme, il se concentre sur l'apprentissage de nouveaux sorts, et Jenny est en train de le tester sur tout ce qu'il a appris. Elle lui demande de faire une boule d'eau tournante, de la diviser en 10, puis de colorer et texturer chacune individuellement, tout ce que Kunon est capable de réaliser sans grande difficulté. Jenny lui dit qu'il s'en est bien sorti, mais Kunon dit qu'il n'a pas encore fini parce qu'il a en fait compris comment pousser la personnalisation encore plus loin. Il procède alors à transformer une des boules d'eau en colombe et la fait voler dans les airs. Jenny ne peut pas croire ce qu'elle vient de voir et tombe à genoux, parce que même les maîtres mages de l'eau ne seraient pas capables de réaliser quelque chose comme ça si facilement. Plus tard, en prenant le thé avec Kunon,
Jenny dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Cunon comprend, donc il demande à Echo de leur laisser un peu d'intimité, et une fois seule, Jenny lui dit qu'il ne reste plus rien à lui enseigner. En fait, elle n'a pas eu grand-chose à enseigner ces derniers mois, puisqu'elle est juste censée l'instruire dans l'utilisation de la magie élémentaire, mais à ce stade, Cunon est un meilleur mage qu'elle, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle continue à être son enseignante. Cunon se lève et lui dit qu'elle est en fait une excellente enseignante, parce qu'il a vraiment apprécié tous les petits tours désespérés qu'elle transformait en leçons pour lui. Elle n'est peut-être pas au niveau des mages plus avancés, mais sa perspicacité lui a donné un nouvel espoir dans la vie, et il la valorise vraiment. Jenny apprécie qu'il dise cela, car elle a dû travailler très dur et se creuser la tête pour trouver ses leçons, et cela devient trop difficile à gérer pour elle. Cunon lui demande si elle dit cela parce qu'elle pense que le salaire ne vaut pas tous les ennuis, parce que si c'est le cas, il peut demander à son père de lui augmenter son salaire, mais Jenny lui dit que c'est en fait le contraire. Elle se sent coupable de recevoir un salaire aussi élevé alors qu'elle fait si peu. Cunon lui dit que les leçons qu'elle invente valent chaque centime, mais Jenny dit qu'elle a déjà atteint sa limite. Son cerveau est complètement sec en termes d'idées maintenant, donc elle lui dit qu'il mérite d'avoir un meilleur sorcier comme enseignant à la place d'elle. Cunon supplie Jenny de rester parce qu'il veut continuer à la voir comme enseignante de magie, mais il n'y a vraiment plus grand-chose qu'elle puisse faire pour lui à ce stade. Après avoir dit au revoir, Jenny quitte le manoir, et en s'éloignant, elle pense que Cunon est sans aucun doute un génie, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'un des plus grands mages du continent, donc elle va faire de son mieux pour le suivre en entraînant sa propre magie. Le lendemain matin, Cunon est informé par Echo que son tuteur académique habituel, Mademoiselle Flora, vient également de démissionner. Il est choqué d'entendre cela, mais c'est logique puisqu'il a déjà terminé le programme et obtenu son diplôme de l'Académie Noble, donc il n'a plus besoin de tuteur. Cunon aurait quand même aimé pouvoir lui dire au revoir avant son départ, donc il décide de lui écrire une lettre de remerciement plus tard, et Echo pense que c'est génial, mais tant que Cunon y est, elle demande s'il pourrait demander à Flora si elle connaît des hommes célibataires de 20 ans qui seraient intéressés par l'épouser. Cunon est blessé qu'Echo veuille se marier et le laisser derrière, et elle n'essaie pas de le faire se sentir mal, mais elle doit aussi penser à son avenir. De plus, elle est sûre que Cunon se débrouillera tout seul, mais il dit qu'il ne se débrouille pas du tout. Jenny est déjà parti, il vient d'apprendre que Flora a démissionné, et maintenant Echo veut partir aussi. À ce rythme, il ne lui restera bientôt plus personne. Ce soir-là pendant le dîner, Cunon raconte à son père que Jenny a arrêté et comment elle a dit qu'il devrait trouver un maître sorcier pour devenir son enseignant s'il veut continuer à apprendre. Ixio y réfléchit une seconde et se souvient d'une rumeur à propos d'un extraordinaire sorcier royal. Leur mère reconnaît la description et demande à Ixio s'il parle de Zéon Lifinrol, parce qu'il est célèbre dans toute la capitale pour son immense pouvoir et sa beauté. Il serait un candidat parfait pour le nouvel enseignant de magie de Cunon, mais leur père dit qu'il y a un problème majeur avec ce plan, ils ne peuvent pas embaucher Zeyo. En tant que sorcier royal, les seules personnes autorisées à lui donner des ordres sont le roi et les autres membres de la cour royale. En plus de cela, Zeyo quitte rarement le château royal, et même le rencontrer est très réglementé, donc les chances de l'embaucher comme instructeur de magie sont minces, mais il dit qu'il demandera au moins au roi pour voir s'il peut faire quelque chose. Un peu plus tard, le grand maître mage du château royal reçoit un rapport qui dit qu'un garçon sorcier de niveau apprenti demande à étudier sous l'un de ses sorciers royaux. C'est pratiquement inouï, même pour le fils d'un noble qui est le meilleur ami du roi. L'apprenti du grand maître se trouve être la sœur aînée de Mirika, donc elle aime personnellement Cunon, mais les sorciers royaux ne sont pas influencés par le statut ou le pouvoir. Le grand maître avait initialement l'intention de rejeter la demande, peu importe à quel point Cunon est bien connecté, mais il a commencé à lire le dossier de Cunon. Et c'est alors qu'il a réalisé que cet enfant pourrait en fait être spécial. Quelques jours plus tard, Cunon et son père se rendent à la capitale royale car ils viennent d'obtenir l'autorisation de rencontrer le sorcier royal. Ils sont tous les deux sincèrement surpris que cela fonctionne, car presque personne n'a jamais une opportunité comme celle-ci, et si la rencontre se passe bien, alors Cunon pourrait finalement réussir à en faire son tuteur. Cunon remercie son père d'avoir tiré les ficelles pour que cela se produise, mais son père lui dit qu'il n'y a eu aucun népotisme. Les sorciers royaux se sont simplement intéressés à Cunon après avoir lu son dossier, bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. Pour passer le temps, Cunon décide de faire un chat avec de l'eau, et on dirait que son contrôle des sorts s'est beaucoup amélioré, car il ressemblait à la texture exacte d'un vrai chat. Cependant, il n'a toujours pas trouvé comment le faire bouger naturellement ou produire des sons, mais son père l'adore absolument. À leur arrivée au château, tous deux sont accueillis par Dame Recha. Cunon fait sa salutation habituelle, mais on l'informe alors que Recha est en fait la deuxième princesse, ce qui fait d'elle la sœur aînée de Mirika, alors Cunon dit qu'il est heureux de rencontrer enfin sa future belle-sœur. Recha remarque que le père de Cunon porte un chat, et elle le trouve vraiment mignon, mais lorsqu'il le pose, Cunon annule son sort, et le chat redevient une flaque d'eau. Elle est stupéfaite qu'un enfant puisse avoir un tel niveau de maîtrise car elle n'avait pas réalisé que ce n'était pas un vrai chat,
et cela signifie que Cunon est bien plus doué qu'elle ne le pensait. Elle propose de le conduire immédiatement à la Tour Noire, mais avant qu'il ne parte, le père de Cunon l'informe qu'il a une audience avec le roi plus tard dans la journée, alors il demande si Cunon pourra rentrer seul sans problème. Cunon dit qu'il est tout à fait capable de voyager seul, alors son père dit qu'il arrangera pour qu'un carrosse vienne le chercher plus tard dans la journée. Alors que Cunon et Recha traversent les couloirs, Cunon commence à lui poser une série de questions sur la magie avancée, mais il parle beaucoup trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Elle dit à Cunon qu'elle est encore nouvelle ici, donc elle n'est pas préparée à répondre à toutes ces questions. Il y a 10 princesses et 7 princes dans ce royaume, et généralement ils doivent tous rivaliser les uns avec les autres en termes de réalisation pour hériter du royaume, mais Recha a renoncé à ses droits au trône pour poursuivre une carrière de sorcière ici. Elle s'inquiète aussi un peu que Cunon puisse être entraîné dans la bataille pour la succession royale, mais c'est alors qu'elle remarque que Cunon ne marche plus, il glisse. Elle lui demande comment il fait cela, alors il explique qu'il a simplement créé une couche de glace sous ses pieds pour réduire la friction. Il lui demande si elle aimerait essayer aussi, et Recha semble très excitée à cette idée, mais d'abord, c'est son travail de mettre Cunon au courant des règles de base de la Tour Noire. Premièrement, il ne doit pas s'impliquer imprudemment dans aucune faction, et il ne doit signer aucun contrat douteux ni dire quoi que ce soit qui pourrait lui causer des problèmes plus tard. Et maintenant que cela est réglé, elle demande à Cunon de transformer ses chaussures en patins. Une minute plus tard, tous deux patinent dans les couloirs sans le moindre souci, mais cela cause un énorme remue-ménage, donc quelques gardes tentent de les faire arrêter. Cependant, ils sont beaucoup trop rapides pour qu'ils puissent les rattraper. C'est alors que le capitaine des chevaliers, Dario, passe par là et remarque ce qui se passe, alors il se met à poursuivre Cunon et Recha et leur ordonne d'arrêter de patiner dans les couloirs. Cunon commence à s'inquiéter un peu qu'ils puissent avoir des ennuis, alors il demande à Recha s'il devrait s'arrêter, mais elle dit qu'elle s'amuse beaucoup trop, donc ils doivent juste aller encore plus vite pour semer Dario. Malheureusement, Dario ne manque jamais son jour d'entraînement des jambes, donc il rattrape facilement les deux et leur donne une longue réprimande dans la cour par la suite. Après cela, Cunon est finalement conduit pour rencontrer Actar, le grand mage, et dès que Cunon le rencontre, il peut dire qu'Actar est le vrai deal. Actar se souvient avoir entendu que Cunon a un crest d'eau sur son corps, et Cunon le confirme, expliquant qu'il est sur son épaule droite. Actar jette un coup d'œil et découvre que le crest de Cunon est un 2 étoiles, mais Cunon n'a jamais entendu parler de cette classification auparavant, alors il demande ce que cela est censé signifier. Actar explique qu'il existe 7 types de crestes différents, les 4 élémentaires, et ensuite il y a la lumière, les ténèbres et l'impur. Ils ont aussi des rangs, et 2 étoiles est l'un des plus communs car c'est l'avant-dernier. Recha mentionne qu'elle se trouve aussi être un 2 étoiles avec un crest devant, et si c'est le cas, alors Cunon suppose qu'Actar doit être plus haut. Actar demande ce qui l'a conduit à cette conclusion, alors il explique que la densité magique autour de lui est bien plus élevée que celle de Recha, un peu comme du fromage ordinaire comparé à du bleu premium. Actar pense que c'est une façon amusante de voir les choses, mais il n'aime pas non plus être comparé à du fromage, alors il dit à Cunon de ne plus jamais l'appeler ainsi. Cela dit, Actar informe Cunon qu'il a un crest 4 étoiles, mais avoir un nombre de crestes bas ou haut n'indique pas nécessairement la compétence magique de quelqu'un. Cela indique simplement la quantité totale d'énergie qu'il peut utiliser. Quoi qu'il en soit, maintenant que les informations ennuyeuses sont données, Actar invite Cunon à descendre dans la cour pour que le plaisir puisse officiellement commencer. En bas, un groupe de sorciers royaux se rassemble pour assister à la magie de Cunon car ils ont entendu qu'il est vraiment impressionnant. Actar dit qu'il veut que Cunon passe un petit test, et Cunon est tout à fait d'accord car s'il réussit, alors il pourrait être autorisé à avoir un sorcier royal comme tuteur. Actar appelle l'un des sorciers, Victo, et lui demande de commencer le test, et il procède à lancer quelques dizaines de boules d'eau autour de lui. Actar informe alors Cunon qu'il doit surmonter le sort de Victo avec sa propre magie, et Cunon est sans voix car c'est la première fois qu'il doit faire quelque chose comme cela. Il se souvient que Génie a expliqué que le sort de boule d'eau permet de créer de l'eau ou de contrôler de l'eau qui existe déjà, mais il n'a même jamais envisagé l'idée de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il décide de tenter sa chance et commence efficacement à lutter avec Victo pour le contrôle de l'eau, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. À la fin du test, Cunon n'a réussi à réclamer que 2 des boules d'eau, et au début, il est déçu de lui-même car il pense avoir mal fait, mais au contraire, on l'informe qu'il a très bien réussi. En vérité, Victor ne s'attendait pas à ce qu'il puisse prendre aucune de ces boules, encore moins 2, donc il a dépassé toutes leurs attentes. Cependant, Actar aimerait quand même voir plus de la magie de Cunon, alors il lui demande s'il serait disposé à faire quelques tests supplémentaires. Quelques minutes plus tard, Cunon crée un énorme ballon d'eau au milieu de la pelouse, et Actar s'amuse follement à rebondir de haut en bas dessus. Cunon se demande si c'est vraiment correct que le grand maître s'amuse ainsi pendant les heures de travail. Actar demande à Cunon comment il a réussi à créer cette chose, alors il explique que c'est juste une boule d'eau ordinaire qu'il a modifiée pour lui donner des propriétés extrêmement élastiques. En fait,
Il pourrait probablement la rendre assez solide pour propulser Akhtar jusqu'au 2e étage du château, mais Akhtar lui dit qu'il en a assez rebondi pour aujourd'hui. Un moment plus tard, Recha s'approche de Cunon et lui demande s'il peut faire d'autres choses avec de l'eau, comme des humains, par exemple. Cunon dit qu'il peut, et pour le démontrer, il crée une poupée d'Iko, mais il n'a toujours pas trouvé comment la faire bouger naturellement. Il a déjà tenté de la faire voler, mais cela faisait vraiment peur, donc il ne le fait pas souvent. Quoi qu'il en soit, Recha et les autres lui demandent de le faire quand même, alors Cunon fait voler la poupée d'Iko dans les airs, mais alors qu'elle passe devant l'une des fenêtres, quelques femmes du château la prennent pour un fantôme, alors elles paniquent toutes et les chevaliers finissent par être appelés. Ils descendent dans la cour et se mettent à crier après tous les sorciers pour avoir causé tant de troubles. Tout le monde commence à essayer de rejeter la faute sur Victor pour une raison quelconque, et Cunon se sent triste car il ne pensait pas se faire réprimander 2 fois lors de son premier jour ici. Akhtar lui dit qu'il est inutile de bouder à propos de ce qui s'est déjà passé, mais pour être sûr, il suggère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils devraient discuter de magie pendant le déjeuner à la place. Cunon demande si cela signifie qu'il a réussi le test d'Akhtar, mais considérant à quel point il s'amusait tout à l'heure, il pensait que la réponse serait évidente. Akhtar dit qu'il s'occupera personnellement de désigner un sorcier royal pour être son professeur, et Cunon est fou de joie en entendant cela. Cependant, il veut encore clarifier quelque chose car il ne voudrait pas que cela soit perçu comme un soutien à une faction royale particulière, mais Recha lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car les sorciers royaux ne sont pas du tout impliqués en politique. Cunon est heureux de l'entendre, mais avant de partir, il y a une dernière question qu'Akhtar aimerait lui poser. Il veut savoir quel est le but de Cunon avec la magie, alors il explique qu'il étudie pour pouvoir un jour créer de nouveaux yeux pour lui-même avec sa magie. Tout le monde pense que c'est une noble aspiration, et Cunon est heureux qu'ils soutiennent tous son rêve. Mais alors qu'il se prépare à partir pour la journée, il découvre son père qui l'attend, et il n'a pas l'air content. Il a apparemment entendu comment Cunon s'est fait réprimander pour avoir causé des troubles ici 2 fois rien qu'aujourd'hui, et il veut une explication dès que possible. Recha essaie d'expliquer que ce n'est pas de sa faute car c'est elle qui lui a demandé de faire les choses pour lesquelles il a eu des ennuis, mais son père dit que cela n'a pas d'importance car un sorcier est toujours responsable des conséquences de sa magie. Après tout, celui qui possède le pouvoir de tuer potentiellement des milliers de personnes ne devrait pas pouvoir utiliser l'excuse de « je ne faisais que suivre les ordres », donc si suivre des ordres résulte en blesser autrui, alors on devrait toujours refuser de le faire, quoi qu'il arrive. Cunon réalise que son père a raison, alors il s'excuse et promet de ne pas refaire la même erreur. Son père commence alors à rentrer à la maison, mais Cunon prévoyait de dîner avec Mirica ce soir, alors il va rester un peu plus longtemps. Mais en parlant de son dîner, Recha lui rappelle qu'il devrait probablement commencer à se diriger vers l'autre aile du château car il est censé rencontrer Mirica dans quelques minutes. Cunon ne savait pas qu'il était déjà si tard, mais il ne veut pas courir tout le chemin car il finirait tout en sueur. Dans ce cas, Recha suggère qu'il pourrait utiliser un peu de magie pour régler le problème, mais Cunon n'est pas sûr de ce qu'elle veut dire. Elle lui rappelle qu'elle est une mage du vent, donc elle peut utiliser sa magie pour les y faire voler. Elle a juste besoin d'une plateforme pour qu'il puisse monter dessus. Cunon crée un autre ballon d'eau, et après que tous deux y soient montés, Cunon le fait flotter dans les airs, et une fois qu'ils sont assez hauts, Recha utilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant. C'est à la fois une expérience terrifiante et exaltante, mais malheureusement, Recha n'avait pas beaucoup réfléchi à la façon dont ils allaient atterrir, alors ils finissent par s'écraser au sol. Heureusement, la boule d'eau amortit leur chute, mais ils atterrissent juste devant Dario, et il n'a pas l'air content car c'est la 3e fois qu'il les attrape à causer des troubles. Donc pendant que Mirica se prépare encore, Cunon et Recha se font encore réprimander. Mirica est finalement informée que Cunon est arrivé, alors elle court immédiatement à la porte d'entrée pour le rencontrer afin qu'ils puissent commencer leur rendez-vous. Un peu plus tard, ils arrivent au restaurant comme prévu, et une fois assis, Mirica demande à Cunon de lui raconter sa journée à la Tour Noire. Cunon l'informe qu'il y a passé un moment merveilleux. Il a pu rencontrer la sœur de Mirica et un tas d'autres mages là-bas. Il a apparemment aussi réussi le test, donc il va finalement avoir un instructeur, mais il ne sait pas encore qui ce sera. La servante en charge d'eux remarque que Cunon semble parler énormément tandis que Mirica se contente d'écouter, mais elle semble heureuse, donc ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle il parle autant est qu'il n'a pas souvent l'occasion de voir Mirica maintenant qu'ils ont obtenu leur diplôme, alors il veut tout dire d'un coup pendant qu'il en a la chance, et il lui promet qu'une fois marié, il fera en sorte qu'ils passent autant de temps ensemble qu'elle le désire. Cette phrase a fait battre le cœur de Mirica à tel point que même après la fin du rendez-vous, elle a passé les heures suivantes à gigoter dans son lit tellement elle était heureuse. Plus tard, on voit Cunon de retour à la maison, occupé à écrire un rapport dans sa chambre, mais c'est à ce moment qu'Echo l'appelle et lui demande un peu d'aide avec sa magie. Cunon sort pour voir ce qu'elle veut, alors elle lui demande de créer des bulles de savon pour qu'elle puisse mieux laver les vêtements. Cunon accepte d'aider, mais il est un peu agacé car il doit retourner écrire son rapport après cela. Cependant,
Echo lui dit que ce n'est pas bon pour lui de rester enfermé dans sa chambre toute la journée car s'il ne prend pas assez de soleil, il ne grandira jamais. Kunon demande si les filles préfèrent vraiment les garçons plus grands, et elle dit que la plupart le font, mais qu'elle l'aimera toujours qu'il soit grand ou qu'il reste un petit munchkin. Après qu'Echo ait fini la lessive, elle et Kunon s'allongent sur l'herbe un moment, et il lui demande si des lettres sont arrivées pour lui aujourd'hui, mais pour autant qu'elle sache, il n'y a eu aucune lettre à son nom récemment. Elle demande s'il attend quelque chose de spécifique, alors il lui dit qu'il attendait juste la confirmation de la tour concernant l'identité de son instructeur, mais il semble qu'il n'ait pas encore décidé. Techniquement, ils ont déjà décidé, mais la plupart des autres mages ont trop peur pour aller appeler le type en question. Un des mages finit par se rendre dans la chambre de Zéon pour lui dire que le grand mage a une tâche pour lui, mais il est accueilli par une montagne de papier en désordre, et quand Zéon se lève enfin, il menace le gars pour avoir perturbé son précieux temps de sommeil. Zéon demande ce qu'il fait là, alors le gars l'informe que le grand maître souhaite lui parler, et cela capte son attention. Quelques jours plus tard, Kunon reçoit une lettre l'informant qu'un professeur lui a finalement été assigné, et Echo est vraiment heureuse pour lui, mais quand elle entend que le professeur de Kunon sera Zéon, le mage légendaire connu dans tout le royaume, elle a du mal à le croire. Toutes les femmes du royaume vendraient pratiquement leur âme pour avoir une chance de le rencontrer, et puisqu'il sera le professeur de Kunon, cela signifie qu'elle aura des tonnes d'occasions de lui parler. Plus tard, on voit Reisha et Mirika ensemble dans le château royal, et elles sont en route pour rencontrer Zéon car selon les règles, un sorcier royal doit encore recevoir un ordre direct d'un membre de la famille royale pour pouvoir sortir, alors elle prévoit d'ordonner à Zéon de garder Mirika. Cela lui donne aussi une bonne excuse pour rendre visite à Kunon, mais Reisha est encore un peu amère que Zéon ait été choisi car elle voulait être le professeur de Kunon à sa place. En chemin, Mirika tombe sur deux autres de ses sœurs aînées, Evril et Lidelia, et si Mirika peut avoir une bonne relation avec Reisha, ce n'est pas le cas avec ces deux-là. Elle commence à parler du talent et de l'incroyable Kunon, et qu'en comparaison, Mirika est une ratée ordinaire qui profite juste de sa gloire, mais Reisha les coupe et leur dit de dégager si elles n'ont rien d'important à dire. Les deux sont furieuses, mais elles savent qu'elles ne peuvent pas tenir tête à Reisha, alors elles s'enfuient. Plus tard dans la journée, Kunon est dans son jardin avec Echo, attendant l'arrivée de Zéon et Mirika, et une fois que la calèche s'arrête, il se lève pour saluer Zéon. Cependant, à sa surprise, Mirika est la première à sortir de la calèche. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne aujourd'hui, mais il est heureux tout de même car c'est toujours un plaisir de la voir. Cependant, alors qu'il discute avec Mirika, Zéon descend de la calèche et Kunon devient silencieux dès l'instant où Zéon entre dans son rayon de détection. Quant à Echo, elle est en extase intérieure à la vue de Zéon, mais elle ne veut pas se ridiculiser, alors elle fait de son mieux pour garder un visage impassible. L'énergie magique que Kunon ressent venant de Zéon est incroyablement dense, et il peut immédiatement dire que Zéon est bien meilleur que tous les autres sorciers royaux qu'il a rencontrés l'autre jour. Mirika remarque que Kunon est soudainement devenu très silencieux, alors elle demande si quelque chose ne va pas, mais il dit que ce n'est rien. Il se présente à Zéon, mais Zéon fait clairement comprendre qu'il ne veut pas vraiment être là. La seule raison pour laquelle il a accepté de venir est que le grand maître lui a dit qu'il y avait un jeune mage intéressant ici, mais il doute que Kunon puisse être à la hauteur de ses attentes. Dario prend alors la parole et se présente formellement à tout le monde comme le chevalier envoyé pour protéger Mirika et Zéon pendant ce voyage. Kunon dit que c'est agréable de revoir Dario, ce qui surprend Mirika car elle ignorait que Kunon et Dario s'étaient déjà rencontrés, alors Kunon explique que Dario est le chevalier qui les a réprimandés, lui et Reisha, 3 fois la dernière fois qu'ils ont visité la capitale, mais qu'il ne faisait que son travail. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, Kunon, Zéon et Mirika sont tous assis ensemble à une table dans le jardin, et au début, Kunon ignorait complètement Zéon car il était préoccupé à parler à Mirika, mais Zéon se lasse rapidement de regarder les deux flirter, alors il frappe du poing sur la table et dit à Kunon qu'il veut parler magie maintenant. Il essaie de faire comprendre à Kunon à quel point ses connaissances en magie sont insignifiantes en lui posant des questions bien au-delà de ses capacités, mais Kunon semble prêt à tout. Zéon demande à Kunon s'il connaît les sorts composés, alors Kunon déclare que ce sont essentiellement des sorts créés en divisant et en réarrangeant le cercle magique d'un sort original pour obtenir de nouveaux effets. Zéon demande à Kunon en combien de sections il peut diviser un sort actuellement, et il s'attendait à ce que Kunon dise quelque chose comme 5 ou 10, mais à sa surprise, Kunon révèle qu'il peut en fait gérer 31 sections différentes à la fois. Il peut parfois aller jusqu'à 32, mais son taux de succès à ce niveau est inconstant pour le moment. Zéon est sincèrement surpris d'entendre que Kunon est capable d'une magie aussi complexe, et il commence à comprendre pourquoi le grand maître était si intéressé par ce garçon, mais il est quand même meilleur. Il annonce fièrement qu'il peut aller jusqu'à 50 sections, et Kunon est stupéfait car il n'a aucune idée de comment Zéon a réussi ça. Mais avant d'aller plus loin, Zéon demande à Kunon comment il a réussi à surmonter l'obstacle des 20 sections puisque la plupart des mages restent bloqués là. Kunon explique qu'il a été facile de surmonter le goulet d'étranglement une fois qu'il a commencé à superposer les sorts.
Zéon est impressionné que Cunon ait pu comprendre un concept aussi avancé tout seul, et il est logique que les autres sorciers royaux se soient battus pour devenir les professeurs de Cunon car un garçon avec ce genre de talent est extrêmement rare, mais il prévoit quand même de tester Cunon pour voir jusqu'où il peut aller. Cunon supplie Zéon de lui montrer à quoi ressemble un sort à 50 couches, mais Zéon ne voit pas l'intérêt de faire cela car il ne pourra pas le reproduire en le voyant une seule fois, et en plus, il n'a pas encore officiellement accepté Cunon comme son élève, donc il doit encore prouver qu'il en est digne. Zéon crée un mur de terre en utilisant la magie et dit à Cunon qu'il devra le détruire en utilisant la magie s'il veut devenir son élève. Il mentionne aussi qu'il a entendu parler du sort de matelas d'eau de Cunon par Reisha, alors il demande à Cunon de lui en faire un pour qu'il puisse se reposer pendant son test. Au début, Zéon pensait que ce serait juste un siège confortable pour observer les progrès de Cunon, mais dès qu'il touche le matelas d'eau, il s'évanouit à cause de son confort, et Echo ne lui en veut pas car la même chose lui est arrivée quand elle l'a essayé. De son côté, Cunon inspecte le mur de pierre pour voir s'il y a des failles structurelles qu'il pourrait exploiter, mais la chose est solide comme du roc et complètement lisse de partout. Il contient aussi la magie dense de Zéon pour maintenir sa dureté dans le temps. Il peut dire que le sort utilisé pour créer le mur contient plus de 40 sections, et il ne sait toujours pas comment Zéon parvient à utiliser autant de sections à la fois, mais cela ne fait aucune différence dans ce cas car il connaît déjà le moyen parfait pour détruire le mur. Cela dit, il préférerait le faire avec Zéon en train de regarder, alors il se rassoit pour continuer à parler à Mirika jusqu'à ce que Zéon se réveille. 2 heures plus tard, Zéon se lève enfin de sa sieste et, voyant le mur toujours intact, il demande à Cunon s'il a renoncé à essayer de le détruire. Cependant, Cunon lui dit que ce n'est pas le cas, il n'a tout simplement pas encore commencé. Il demande si Zéon est prêt à ce qu'il commence à détruire le mur, et Zéon lui dit de commencer, alors Cunon lance le sort de bulle qu'il a utilisé récemment. Zéon est impressionné car il comprend ce que Cunon essaie de faire, alors il demande à Cunon comment il a réussi à trouver cette solution. Il explique que bien que ce soit un mur de terre très solide, en fin de compte, il est toujours fait de terre, alors il a pensé que s'il le recouvrait de suffisamment d'eau, il finirait par être saturé et se désagréger tout seul. Zéon dit à Cunon qu'il a très bien réussi car la plupart des gens, face à un test comme celui-ci, opteraient immédiatement pour la force brute, mais Cunon a choisi d'utiliser la finesse à la place et c'est une compétence précieuse pour un mage. Il dit à Cunon qu'à partir de maintenant, il est officiellement son élève, et Cunon est extrêmement heureux car non seulement il a un maître merveilleux, mais il a aussi Mirika à ses côtés. Cependant, Zéon coupe court aux avances de Cunon et lui dit qu'il n'aura plus beaucoup de temps pour ça car il a des milliers de choses à apprendre et des tonnes de recherches à faire, et sur ce point, il demande à Mirika ce qu'elle prévoit de faire. Il lui dit que Cunon a déjà un talent exceptionnel et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'une des personnes les plus influentes du royaume, et quand cela arrivera, il n'y aura pas de pénurie de femmes demandant sa main, alors comment Mirika se démarquera-t-elle alors? Mirika comprend ce qu'il essaie de dire, mais Cunon dit à Zéon d'arrêter d'être si méchant avec elle. Zéon dit qu'il ne voulait rien dire de mal car en fait, il l'encourage, mais Cunon lui dit qu'il y a encore des choses qu'on ne devrait pas dire comme ça, et avec la façon dont il agit, Cunon ne serait pas surpris si Zéon avait été involontairement méchant avec la fille qu'il aimait à un moment donné, et que quelqu'un d'autre avait pu la lui voler à cause de ça. Ces mots ont touché une corde sensible chez Zéon à l'instant, mais il ne l'admettra pas, alors il crie simplement à Cunon de se taire. Plus tard dans la nuit, Mirika rentre chez elle et réfléchit sérieusement à ce que Zéon a dit plus tôt dans la journée. Elle sait que Cunon va devenir une personne incroyable dans le futur, et si elle veut rester digne d'être sa partenaire, alors elle va devoir s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Quelques jours plus tard, Zéon et Mirika sont de retour chez Cunon pour sa prochaine leçon, et Cunon est tellement excité qu'il a du mal à se contenir. Cependant, au lieu de s'entraîner, Zéon avait apparemment autre chose en tête pour la leçon de Cunon aujourd'hui, il l'emmène donc dans un bureau vide et déverse un tas de documents sur la table pour qu'il les trie. C'était techniquement censé être le travail de Zéon, mais il est trop paresseux pour le faire, alors il dit à Cunon qu'il doit les parcourir tous d'ici la fin de la journée et lui demande de faire un autre lit d'eau pour qu'il puisse faire une sieste en attendant. Comme Cunon va être occupé avec ça toute la journée, Mirika ne pourra pas du tout lui parler, alors Echo propose de lui préparer une tasse de thé pendant qu'elle attend. Cependant, Mirika décline et dit qu'elle a en fait une faveur à demander. Mirika dit à Echo qu'elle aimerait pratiquer son escrime pendant son temps libre ici, mais elle lui demande de garder cela secret vis-à-vis de Cunon car elle ne veut pas qu'il le découvre avant qu'elle ne soit devenue suffisamment bonne pour être digne de lui. Pendant que Mirika s'entraîne dehors, Cunon est toujours occupé à organiser tous les documents de Zéon, mais c'est incroyablement difficile puisque l'écriture de Zéon le qualifie pratiquement pour être médecin. Un peu plus tard, Zéon se réveille enfin de sa sieste et demande à Cunon s'il a fini avec les documents, mais Cunon lui dit qu'il n'en est encore qu'à la moitié. Zéon dit à Cunon qu'il est bien trop lent, mais Cunon se défend et dit qu'il aurait fini maintenant si Zéon n'avait pas une écriture de bambin. La moitié des documents sont complètement indéchiffrables,
Donc Cunon a pratiquement été forcé de comprendre la plupart des théories par lui-même pour pouvoir les réécrire dans quelque chose qui ne ressemble pas à des pattes de mouche. Zéon ne peut nier que son écriture est un véritable gâchis, mais il dit que c'est une partie importante de l'entraînement de Cunon car il y a une différence entre l'information et la connaissance. Si Cunon avait simplement lu les documents, alors tout ce qu'il aurait obtenu serait de l'information, mais puisque l'écriture est si mauvaise, il est pratiquement forcé de déchiffrer toutes les théories par lui-même au lieu de simplement les lire, et cela rend beaucoup plus probable qu'il se souviendra réellement du concept plus tard. Cela a beaucoup de sens, donc Cunon remercie Zéon d'être un si bon professeur, mais ce n'est encore qu'une façon pour Zéon de refiler son travail à Cunon. À la fin de la journée, il est temps pour Zéon et Mirika de partir, mais Cunon a encore quelques questions à poser car il se souvient avoir vu un diagramme d'un sort dans l'un des documents et il se demandait de quoi il s'agissait. Zéon sait de quoi parle Cunon, mais il serait plus facile de lui montrer plutôt que d'expliquer ici, alors il dit à Cunon de venir à la Tour Noire quand ce sera l'heure de leur prochaine leçon. Quelques jours plus tard, Cunon arrive à la Tour Noire, et tous les sorciers royaux sont ravis de le revoir. Ils sont excités de voir plus de magie de Cunon, mais Zéon coupe court aux réjouissances et dit à tout le monde que Cunon est là pour le voir, donc ils doivent reculer. Il dit ensuite à Cunon de le suivre, mais quand Reisha et les autres réalisent que Zéon essaie d'amener Cunon dans sa chambre, ils essaient tous de l'arrêter car c'est bien trop dangereux là-dedans pour un enfant. Cependant, Zéon a déjà pensé au parfait contre-pied à cette situation, alors il dit à Cunon de créer quelques lits d'eau et les autres s'endorment immédiatement dessus parce qu'ils ne peuvent pas résister. Les deux commencent à se diriger vers la chambre de Zéon et, en chemin, Zéon commence à parler à Cunon des outils magiques. Il y a des objets fabriqués pour fonctionner avec de la magie, comme cette lampe là-bas, et beaucoup d'ingénieurs magiques se consacrent à la création d'outils magiques pour résoudre les problèmes quotidiens. Un peu plus tard, Cunon et Zéon arrivent à son bureau, et l'endroit est rempli de tant de documents de recherche avec des théories magiques que Cunon n'a même jamais entendues auparavant. Zéon lui dit qu'il est libre d'en lire autant qu'il le souhaite, mais la vraie raison pour laquelle il a amené Cunon ici était de lui montrer ceci. C'est un outil magique sur lequel Zéon travaille récemment, et il est destiné à lui permettre de prendre des repas chauds dans sa chambre sans avoir à aller à la cafétéria. Jusqu'à présent, il n'a eu aucun problème à fabriquer les parties solides de l'appareil, mais les sections molles ont été assez difficiles à perfectionner, et c'est là que Cunon intervient. Zéon dit à Cunon qu'il va aider au développement de cet outil magique dans le cadre de son entraînement, et Cunon semble heureux d'aider. Mais juste à ce moment, le grand maître entre, et il a vraiment envie de parler à Cunon, alors il lui demande de le rejoindre à la cafétéria pour le déjeuner aujourd'hui. Zéon et Cunon n'ont pas vraiment le temps de perdre du temps à bavarder pendant le déjeuner, alors Zéon dit à Cunon de faire un autre lit d'eau, et comme les autres, le grand mage s'endort en quelques secondes. Maintenant qu'il a été pris en charge, Cunon et Zéon reviennent à parler de l'appareil magique, et Zéon dit qu'il s'occupera du cadre externe de l'appareil avec de la magie de la Terre, mais les petits mécanismes internes seront du ressort de Cunon. Un peu plus tard, après que tout le monde se soit réveillé de sa sieste, ils se rendent tous à la cafétéria pour déjeuner, et ils sont tous encore très excités de parler à Cunon. Il ne cesse de lui dire qu'il a le droit de changer de professeur s'il le souhaite, mais Cunon dit qu'il est heureux de travailler sous les ordres de Zéon, et l'entendre dire ça rend tous les autres sorciers jaloux. Cunon ne cesse de faire l'éloge de Zéon pour être un si bon professeur, et c'est agréable d'être apprécié, mais Zéon lui dit d'arrêter parce qu'à ce rythme, il va se faire agresser par les autres sur un parking. Cunon change de sujet et demande à Reisha où est Mirika car il aimerait prendre le thé avec elle avant de partir pour la journée. Reisha l'informe qu'elle est actuellement à la cérémonie d'ouverture de l'école supérieure pour nobles aujourd'hui, donc elle ne pourra pas le voir. Cunon savait que Mirika poursuivait des études supérieures, mais il ne savait pas que cela avait déjà commencé. Le grand maître demande à Cunon ce qu'il compte faire maintenant, et il n'aime pas vraiment l'idée d'être coincé dans une salle de classe toute la journée, mais si c'est nécessaire pour qu'il obtienne son diplôme, alors il va simplement passer l'examen de fin d'études comme la dernière fois. Le grand maître lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir aller à l'école car, avec son talent, l'académie de magie lui conviendrait parfaitement. Cunon n'avait jamais entendu parler de l'école de magie avant cela, alors le grand maître a expliqué qu'il s'agit de l'institution que tous les sorciers royaux, et même les sorciers du monde entier, fréquentent pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la magie. Il faut avoir au moins 12 ans pour y assister, donc Cunon ne pourrait pas y aller avant encore 2 ans, mais même Zéon pense que ce serait une bonne idée, alors il dit à Cunon d'y réfléchir. 2 ans passent et l'entraînement de Cunon a progressé assez régulièrement. Il peut même lancer des sorts à 55 sections qui sont à la hauteur des sorts de Zéon maintenant, donc on peut dire qu'il est devenu un mage décemment puissant. Après l'entraînement d'aujourd'hui, tout le monde entre à l'intérieur pour profiter d'une tarte brûlante grâce à l'outil magique de boîte à déjeuner maintenant terminé. Il fonctionne comme prévu, et il est déjà très populaire dans tout le royaume, mais Cunon est un peu énervé que Zéon ait pris toutes les royalties pour l'invention, même s'il a fait la moitié du travail. Au total, Cunon et Zéon ont collaboré sur 8 outils magiques et 5 articles de théorie magique jusqu'à présent, et Cunon est toujours impatient d'en travailler davantage,
mais tout d'un coup, Zéon dit qu'il s'occupera du reste du travail par lui-même. Cunon lui rappelle qu'ils doivent encore travailler sur ce dispositif magique de piégeage d'insectes parce qu'il n'est pas terminé, mais Zéon lui dit encore une fois qu'il peut s'en charger tout seul, et Cunon commence à avoir l'impression que Zéon essaie de se débarrasser de lui. Zéon rappelle à Cunon que son anniversaire approche et que cela signifie qu'il va avoir 12 ans, ce qui veut dire qu'il peut officiellement rejoindre l'école de magie, donc il devrait se concentrer sur cela à la place. Cunon dit à Zéon qu'il ne veut pas y aller parce qu'après tout, il peut continuer à apprendre de Zéon, mais Zéon lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Cunon est un mage de l'eau tandis que Zéon est un mage de la terre, donc il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra jamais enseigner à Cunon, peu importe son habileté. Cependant, si Cunon allait à l'école de magie, il y a une chance qu'il rencontre un mage de l'eau exceptionnel. Car si Zéon est peut-être le meilleur mage du royaume d'Elia, il y a encore beaucoup de mages en dehors du royaume qui pourraient être meilleurs que lui. Cunon sait que Zéon a raison, mais il hésite encore à quitter son maître et sa maison pour fréquenter l'école de magie. Cependant, Myrika lui attrape soudain la main et lui dit qu'elle pense qu'il devrait y aller. Elle veut qu'il devienne le meilleur possible, et elle l'assure que d'ici son retour, elle sera devenue une femme digne de se tenir à ses côtés. Cunon est touché par la sincérité de Myrika, alors il accepte d'aller à l'école de magie et demande où elle est située, mais il découvre alors qu'elle est vraiment loin et maintenant il ne veut plus y aller. Il est finalement persuadé d'accepter à nouveau, mais comme l'école est si loin, il ne pourra pas rentrer chez lui pendant un certain temps, alors il demande ce qu'il va devoir faire pour se préparer à l'école de magie. Zéon lui dit qu'il doit se souvenir de ne pas perdre de vue ce qui est important pour lui, et entendre ces mots rappelle à Cunon toute la raison pour laquelle il a commencé son voyage magique en premier lieu, créer une paire d'yeux pour lui-même. Il avait oublié parce que sa magie lui permettait de faire la plupart des choses sans difficulté, mais elle n'était jamais censée être un substitut à la vraie chose, donc il ne pouvait pas croire qu'il s'était laissé devenir si complaisant. Au cours des 2 dernières années, Zéon a appris à Cunon à lancer des magies avec jusqu'à 55 couches, des cercles magiques tridimensionnels, du code magique imaginaire et de nombreuses autres techniques, mais même Zéon n'a jamais entendu parler de magie utilisée pour créer des yeux auparavant, donc c'est entièrement à Cunon de comprendre comment le faire par lui-même. Mais Zéon est sûr qu'il trouvera un moyen d'y arriver. Après tout, c'est son étudiant bien-aimé. Pendant ce temps, de retour chez Cunon, il a décidé de consacrer tout son temps à la recherche sur la façon de créer des globes oculaires magiques, et la première chose qu'il essaie est de faire une boule d'eau extrêmement réfléchissante. Cela fonctionne bien comme un miroir, mais les images dessus ne sont pas transmises à Cunon, donc c'est pratiquement inutile à moins qu'il ne trouve un moyen de transmettre l'image à son cerveau. Tout au long de la journée, il essaie de nombreuses variations de son idée de miroir, mais aucune ne fonctionne, et à la tombée de la nuit, il se sent complètement épuisé. Il n'a plus d'idée, donc pour se clarifier l'esprit, il va dans la chambre d'Ixio et lui demande s'il veut aller au sauna ensemble. Ixio est très excité car ce n'est pas tous les jours qu'il peut profiter d'un des célèbres traitements de sauna de Cunon, alors il demande s'ils devraient aller réveiller leurs parents. Cunon dit qu'il ne voudrait pas les déranger si tard dans la nuit, mais Ixio sait qu'ils aiment le sauna autant que lui, donc il serait contrarié s'il ne les réveillait pas pour ça. Un peu plus tard, toute la famille se rassemble dans le sauna, et Cunon le remplit de vapeur pour qu'ils puissent tous profiter de la chaleur. Ixio demande à Cunon pourquoi il a soudainement voulu utiliser le sauna aussi tard dans la nuit puisque c'est rare pour lui, alors il explique qu'il a travaillé sur son plus grand projet récemment, mais il a rencontré un blocage. Les autres réalisent immédiatement qu'il parle de ses yeux magiques, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour aider sa recherche, donc Ixio lui dit simplement que s'il a besoin d'une pause, il peut toujours venir les voir. Le lendemain, Cunon prend son petit déjeuner dans sa chambre, et il se met à penser à la gentillesse de tous les membres de sa famille envers lui, et il se dit que la première chose qu'il veut faire quand il créera ses nouveaux yeux est de regarder longuement tous les visages des gens qui lui sont chers. Un peu plus tard, Cunon fait enfin des progrès significatifs avec ses yeux. En utilisant un miroir d'eau comme base et en appliquant un motif de sable logique réel, il peut maintenant suivre les vues en mouvement et les transmettre directement à l'esprit de Cunon. Avec cela, il obtient enfin son premier goût de la vision véritable, et il est submergé par la beauté de tout ce qu'il voit. Mais alors qu'il contemple les merveilleux paysages, il remarque soudain un crabe géant derrière lui, et il a le sentiment que ce n'est pas censé être là. Il décide de l'ignorer pour l'instant, puisque c'est un moment spécial et qu'il avait déjà codé que la première chose qu'il ferait après avoir acquis la vue serait de se regarder longuement et attentivement, alors il crée un miroir et commence à se contempler. Malheureusement, il se rend compte que son visage est plutôt banal, donc la révélation n'a pas été aussi percutante qu'il l'espérait. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est fait, Cunon se tourne vers le crabe géant et lui demande ce qu'il fait ici parce que ce n'est vraiment pas normal. Le crabe reste silencieux, et pendant un instant, Cunon envisage la possibilité qu'il s'agisse de la vraie forme d'Echo. Mais cette hypothèse est prouvée fausse lorsque celle-ci fait irruption dans la pièce un moment plus tard. Son entrée soudaine effraie tellement Cunon qu'il finit par trébucher contre le crabe, mais ce faisant, il réalise que le crabe n'est pas vraiment là. Il peut toujours le voir,
mais sa main le traverse lorsqu'il essaie de le toucher, et c'est très déroutant pour lui. Echo est également un peu confuse quant à la raison pour laquelle Kunon agite son bras en l'air, mais ensuite elle remarque le truc de l'œil magique flottant à côté de lui et elle comprend qu'il a dû atteindre son objectif. Elle est incroyablement heureuse et lui fait un gros câlin, mais elle heurte accidentellement l'œil magique et toutes ses rotations rendent Kunon vraiment étourdi. Echo s'excuse d'avoir heurté son œil, mais comme c'est une occasion spéciale, elle lui demande s'il aimerait qu'elle prépare un festin spécial pour célébrer. Kunon aime l'idée, mais il y a encore le petit problème du crabe géant debout au milieu de la pièce, et Echo ne semble avoir aucune idée de sa présence. Et pour rendre les choses encore plus confuses, pour une raison quelconque, Kunon voit une corne noire sur la tête d'Echo, mais elle n'a jamais mentionné avoir une corne auparavant, et elle ne semble pas savoir qu'elle est là. Kunon ne sait vraiment pas quoi penser de cette situation, alors il décide de simplement laisser tomber pour l'instant et de s'en occuper plus tard. Pendant ce temps, il sort pour avoir un premier vrai aperçu du monde extérieur, et on pourrait penser qu'il serait ébloui par le beau paysage des champs, mais avec sa vision magique, ce qu'il voit est une étendue de terre morne avec un soleil noir et une atmosphère lugubre. Ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait, mais il n'a jamais vu le ciel auparavant, donc il ne peut pas dire si c'est normal ou non. Echo le rejoint bientôt dehors puisqu'ils sont sur le point de se rendre au bâtiment principal pour informer les autres de sa vue, mais Kunon est encore assez inquiet parce que le crabe le suit maintenant et Echo ne peut toujours pas le voir. Quand ils arrivent finalement à la maison principale, Ixio et la mère de Kunon sont ravis d'apprendre qu'il peut maintenant voir, et Kunon est heureux de les voir aussi, mais pour une raison quelconque, Ixio a des ailes et sa mère a une hétérochromie. Ils ont tous les deux l'air vraiment cool aux yeux de Kunon, mais tout comme avec la corne d'Echo, il est le seul à pouvoir le voir, et il ne sait toujours pas pourquoi. Quelques instants plus tard, le père de Kunon arrive en courant dans les escaliers parce qu'il vient d'être informé de la vue de Kunon, et Kunon s'attendait à ce qu'il ait une caractéristique invisible similaire à ce que les autres ont, mais à sa surprise, son père ressemble à une calamité ambulante comparable à Antipyrale. Aucun d'entre eux ne semble avoir la moindre idée de leurs caractéristiques invisibles, donc il n'y aurait probablement aucun intérêt à leur en parler, alors Kunon décide d'attendre et de demander conseil à Zéon quand il en aura l'occasion. La nouvelle de l'exploit de Kunon atteint bientôt le château royal. Zéon est informé qu'il est autorisé à quitter le château pour rendre visite même s'il n'est plus l'instructeur de Kunon, puisque c'est une occasion spéciale. Plus tard dans la journée, le carrosse du château arrive et Mirika est la première à sortir et à saluer Kunon. Elle lui dit qu'elle est vraiment heureuse qu'il ait pu réaliser son rêve et lui demande de voir comment le sort fonctionne. Kunon accepte et forme son œil magique, expliquant qu'il reflète toutes les images et les transmet directement à son cerveau, bien que ses vrais yeux doivent encore être ouverts pour qu'il puisse voir quoi que ce soit. Sur ce, Mirika remarque que les yeux de Kunon ont été fermés tout ce temps, alors elle lui demande de la regarder, mais Kunon est un peu nerveux parce qu'il ne sait pas à quoi va ressembler Mirika. Il ouvre lentement les yeux et regarde dans la direction de Mirika, et heureusement, elle a l'air parfaitement normale et aussi belle que Kunon l'avait imaginé, bien qu'elle ait une plume qui dépasse de sa tête, mais c'est quelque chose que Kunon peut simplement ignorer. Dario arrive bientôt aussi pour féliciter Kunon de ses réalisations, et aux yeux de Kunon, il a l'air d'avoir une sorte d'épée légendaire sur le dos, mais ce n'est rien comparé à ce que Kunon voit quand Zéon arrive enfin parce qu'il ressemble carrément à un être de pure lumière. Il a du mal à regarder directement Zéon parce qu'il est trop brillant, et au début, Zéon pense que Kunon plaisante, mais Kunon lui dit qu'il ressemble vraiment à un téléphone à luminosité maximale au milieu de la nuit. Kunon demande à Zéon de le rejoindre à l'intérieur parce qu'il a quelque chose qu'il veut discuter en privé, et Zéon accepte, alors il suit Kunon à l'intérieur. Pendant ce temps, Mirika se rend dans le jardin pour continuer son entraînement avec Dario comme d'habitude. À l'intérieur, Kunon informe Zéon de tout ce qui s'est passé depuis qu'il a acquis la vision, y compris le crabe géant qui le suit partout où il va et les caractéristiques aléatoires qu'il ne cesse de repérer sur les gens. Zéon trouve toute cette histoire hilarante puisqu'il n'a jamais rien entendu de tel auparavant, mais Kunon ne trouve pas ça drôle parce que quand il finira par épouser Mirika et emménager avec elle, il ne voudra pas avoir à gérer un crabe géant qui surveille tout ce qu'il fait. Sérieusement, Zéon croit que Kunon dit la vérité parce que les descriptions qu'il donne semblent un peu trop vives pour qu'il les ait inventées. Il est aussi flatté par le fait que Kunon le voit comme un être de lumière et en est fier, même s'il ne sait pas ce que cela signifie. Il y a deux possibilités auxquelles il peut penser pour la situation actuelle de Kunon, et l'une est que l'œil magique de Kunon pourrait lui permettre de voir la forme des âmes des gens, c'est pourquoi il voit des caractéristiques cachées que personne d'autre ne peut voir. Kunon accepte que c'est possible, mais si c'est le cas, alors cela voudrait dire que son âme est un crabe géant, et il ne veut pas accepter cela. Zéon suggère aussi que cela pourrait être des hallucinations provoquées par une intense maladie magique, mais Kunon n'a jamais entendu parler de la maladie magique auparavant, donc il ne sait pas ce que cela signifie. Zéon explique que dans ce monde, il y a divers endroits qui sont denses en énergie magique, et il traversait une telle zone quand il a soudainement été pris d'un étourdissement. C'était comme s'il avait descendu 20 shots de vodka d'un coup, et il a commencé à voir des dizaines de créatures immatérielles se déplaçant dans la zone sans forme physique.
Cela ressemble vraiment à ce que Cunon vit, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr puisque ni l'un ni l'autre n'a beaucoup d'informations sur ce qu'est ce phénomène. Zéon lui dit qu'ils pourront en apprendre davantage à mesure que Cunon regardera de plus en plus de choses, mais jusque-là, ils doivent continuer à travailler sur des théories pour trouver un schéma. Cunon lui demande s'il est possible qu'il ait simplement raté l'œil magique quand il l'a créé, c'est pourquoi il voit tous ces trucs bizarres, mais Zéon lui dit que ce n'est pas possible parce que tout ce que quelqu'un d'aussi brillant que Cunon fait est destiné à fonctionner. Il y a beaucoup de créatures dans la nature qui ne peuvent pas voir les couleurs, certaines avec des dizaines d'yeux et d'autres sans yeux du tout. Il n'y a pas de manière universellement correcte de voir, donc c'est parfaitement bien pour Cunon d'avoir sa propre façon de voir le monde, et en plus, les choses qu'il voit pourraient avoir une signification qu'ils n'ont pas encore comprise. Mais en attendant, il ne devrait probablement pas parler à qui que ce soit des choses étranges qu'il voit puisque ce serait une mauvaise idée d'attirer l'attention dessus avant d'avoir compris comment ça marche. Cunon est d'accord avec Zéon, et il est content d'avoir choisi de lui demander conseil avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais le regarder directement lui fait encore mal aux yeux, donc il est difficile de rester concentré. Tard dans la soirée, Mirika a fini son entraînement, mais Cunon parle encore avec Zéon à l'intérieur et elle ne peut pas partir sans Zéon, donc elle doit attendre ici avec Echo. Comme l'anniversaire de Cunon approche, Mirika demande à Echo si elle a une idée de ce qui serait un bon cadeau pour lui, mais Echo lui dit que Cunon sera heureux avec tout ce que Mirika lui donnera, donc il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Quelques instants plus tard, Cunon et Zéon sortent enfin, mais dès que Zéon voit Mirika, il éclate de rire parce qu'il ne peut s'empêcher d'imaginer à quel point elle doit être drôle aux yeux de Cunon puisqu'il la voit avec une plume qui dépasse de sa tête. Plus tard, Echo aide Cunon à nettoyer son bureau, et elle lui demande où elle doit mettre cette pile de livres, mais il dit qu'il a déjà fini de les lire donc elle peut simplement les ramener à la bibliothèque du bâtiment principal. La raison pour laquelle il nettoie le bureau est qu'aujourd'hui c'est son 12e anniversaire, et il a officiellement décidé d'aller à l'école de magie. Ce soir-là, la famille de Cunon organise une fête pour lui, et ils lui donnent tous les cadeaux qu'ils ont préparés pour l'occasion. Ils sont heureux pour lui, mais ils sont aussi contrariés qu'il parte si loin. La mère de Cunon le prend assez mal parce qu'elle ne sait pas comment elle va gérer l'absence de Cunon, mais Cunon l'assure que peu importe à quelle distance il ira, il l'aimera toujours. Plus tard dans la nuit, Cunon et Mirika sont ensemble sur le balcon, et Mirika demande comment se passent les préparatifs de Cunon pour son départ. Il lui dit qu'il a juste emballé quelques-uns de ses vêtements les plus confortables et le strict nécessaire parce qu'il peut acheter tout ce dont il aura besoin une fois arrivé. Malheureusement, Mirika doit aller à l'école le jour où Cunon est censé partir, donc elle ne sera pas là pour lui dire au revoir avant son départ, mais Cunon comprend qu'elle a des choses à faire, donc ça ne le dérange pas. Mirika décide que c'est le bon moment pour donner à Cunon le cadeau qu'elle a choisi pour lui, alors elle lui tend une boîte, et quand il l'ouvre, il trouve un beau bracelet à l'intérieur. Mirika lui dit qu'elle a acheté un set assorti pour qu'ils le portent tous les deux, et si les choses deviennent difficiles pour lui à l'école de magie, elle veut qu'il parle au bracelet comme il le ferait avec elle, et elle fera de même avec son bracelet pour qu'il ne se manque pas trop. Cunon dit qu'il lui écrira des lettres aussi souvent que possible, à quoi Mirika répond la même chose, et ils promettent tous les deux d'attendre l'autre peu importe le temps que cela prendra. Le jour où Cunon doit partir, sa famille se rassemble pour lui dire au revoir, et ils retiennent tous leurs larmes, s'attendant à ce que Cunon soit aussi triste qu'eux, mais Cunon a déjà surmonté le chagrin de quitter sa famille, donc il n'est plus trop contrarié. Après tout, il ne sera parti que 4 ou 5 ans, et il a hâte de voir quel genre de sorcier il rencontrera à l'école de magie.